Bienvenue dans l'Africa News. Dans cette semaine spéciale Bénin, le dossier du jour sera consacré à l'obligation du port du casque. Et au sommaire également de cette émission, pétition de 2 millions de Rwandais en faveur d'un troisième mandat du président Paul Kagame. Exhumation du corps présumé de Thomas Sankara, président burkinabé, mort lors du coup d'État qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré. C'est en 1987. Et puis nous verrons également que la CEDEAO fête ses 40 ans en ce 28 mai. Et puis nous verrons que malgré le taux de croissance honorable, l'Afrique peine véritablement à améliorer les conditions de vie des populations. Et ils sont avec nous tout au long de cette émission pour en parler. Notre invité est sociologue Youssouf Diaby. Monsieur Diaby, bienvenue. Ouais, merci beaucoup, bonsoir, chers téléspectateurs. Et notre éditorialiste Jean-François Akonji-Kombe. Jean-François, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Rwanda, la Chambre des députés annonce avoir reçu sous forme de pétition ou de lettre individuelle l'expression d'une volonté de citoyens rwandais de voir le président briguer un troisième mandat. Ils sont plus de 2 millions à l'avoir signé. Or, la constitution rwandaise limite à 2 les mandats présidentiels. On fait le point avec ce sujet d'Arwa Barkala. 2 millions de signatures pour un troisième mandat du président Paul Kagame au Rwanda, alors que son pays voisin, le Burundi, s'élève contre un troisième mandat de son président Pierre Nkurunziza. C'est l'exact inverse qui se produit à Kigali. En effet, la Chambre des députés reçoit depuis plusieurs jours le témoignage de la population rwandaise souhaitant voir leur président briguer à nouveau la présidence pour 2017. Ce n'est pas très étrange au Rwanda parce qu'il y a 3 choses qui ont bien marché, qui marchent très bien au Rwanda. C'est la sécurité, le développement et la lutte contre la corruption. Or, le peuple rwandais, beaucoup de Rwandais, quand on discute avec les Rwandais, y compris même à la campagne, disent qu'ils sont inquiets après le départ de Kagame. Ils ne voient pas d'autres personnes capables d'assurer la sécurité, le développement et la lutte contre la corruption. En plus d'un développement économique salué par la communauté internationale et différentes institutions bancaires, les dépositaires vantent les résultats du chef de l'État concernant le retour de la stabilité dans le pays après le génocide de 1994. Le phénomène a été initié par l'Église catholique, l'Église protestante et les musulmans. Ce phénomène de pétition, au départ, à partir de 15 heures, partout au Rwanda, il y a des militaires, jusqu'au matin, qui sont vraiment très très discrets et puis le développement, c'est très très étonnant. Un troisième mandat, ce n'est pas très souhaité pour la révision, mais il y a dans certains cas, si vraiment il y a des pétitions à ce niveau, on peut dire que c'est quelque chose qui peut se faire. Parce que toujours le peuple est roi. La révision de l'article 101 limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels ne semble pas à l'ordre du jour. Certaines voix s'élèvent malgré tout contre cette pétition. Pour René Muganzi, militant rwandais des droits de l'homme exilé en Grande-Bretagne, ceci n'est qu'une mise en scène du parti au pouvoir. Reste que le décompte du nombre de signataires n'est pas encore terminé. Vice-président et ministre de la Défense après le génocide, Paul Kagame a été élu en 2003 avec 95% des voix et réélu en 2010 avec 93% des voix. Alors Jean-François, d'un côté, on a dans de nombreux pays du continent des populations qui s'élèvent contre les candidatures illégales de leur président. Et là, on a tout le contraire, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, mais d'une certaine manière, même si sur le fait même, ça change par rapport à d'autres pays, on a affaire à la même réalité. Il est difficile pour nos hommes d'État de songer à la fin de leur deuxième mandat ou de leur troisième lorsque la Constitution les limite à 3, à partir. C'est le même phénomène. La question de la succession est un problème en Afrique d'une façon générale. Sur ce cas-là, on peut le prendre de 2 manières. On peut le prendre d'abord comme un hommage rendu au président Kagame. Cela a été rappelé dans le reportage. Le Rwanda est parti de très très loin, de sous la terre même, si on pense aux personnes qui sont mortes pendant le génocide, et avec une société totalement écartelée. Aujourd'hui, le Rwanda est un pays qui compte en Afrique, c'est un pays qui se développe économiquement, c'est un pays qui est respecté, c'est un pays qui a réussi à refaire la cohésion sociale, et je pense que ça peut être regardé comme une sorte d'hommage à ce que Kagame a fait. Mais en même temps, les opposants ou les militants des droits de l'homme qui se plaignent, on ne peut pas leur donner tout à fait tort. Kagame, le président Kagame, c'est
marqué en Afrique comme étant un homme très très bien organisé, calme, pondéré, ne crions pas par-dessus les toits ce qu'il fait, mais qui est très bien organisé. Donc on ne peut pas exclure qu'un certain nombre de ces pétitions qui ont été signées aient été organisées, sinon par lui, au moins par son parti. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un problème. Ce problème-là se dédouble d'ailleurs d'une certaine manière parce que c'est le signe et l'indication aussi que le président Kagame n'a pas préparé des hommes à sa succession, ou plus exactement que des hommes n'ont pas pu émerger, ou des femmes n'ont pas pu émerger avec la stature d'hommes ou de femmes d'État. Bon, faut espérer que ça se finisse ici beaucoup mieux que ça ne s'est pas terminé encore totalement dans le pays à côté, le Burundi, ou ailleurs. Mais bon, attendons et voyons ce qu'il va en être. Si le président Kagame, c'est juste une idée comme ça, tient au respect de la Constitution, il remerciera son peuple et les 2 millions de signataires d'avoir songé à le conserver au pouvoir, mais compte tenu du fait qu'il a fait son temps et qu'il veut respecter la Constitution, il s'en ira au bout de son 2e mandat. Mais on peut rêver, mais parfois les rêves peuvent devenir réalité aussi. Oui, Monsieur Diaby, est-ce que le fait que le président Paul Kagame soit sollicité par la population justifie une modification constitutionnelle? Je ne crois pas, et même si on le dit ici que le Rwanda vient de très loin, c'est-à-dire qu'avec le génocide qui s'est passé, les millions de morts, mais moi je vois ici plutôt une manipulation étatique, afin d'amener la voix du chef de l'État, transformer cette voix du chef de l'État en une voix populaire. Cela était très facile de le faire dans nos États africains, à partir du moment que l'autorité est souvent sacrée et respectée, et que le président rwandais, qui aujourd'hui n'a pas su préparer sa succession parce qu'il ne veut pas de succession, alors donc il va sans dire que c'est une manipulation populaire. Et donc moi je pense que le respect de nos constitutions, le respect des textes que nous nous sommes donnés, c'est ce qui est le gage de notre stabilité lointaine. Donc il faille que les chefs d'État et les autorités de nos pays africains respectent nos textes. C'est la meilleure des voies. Il ne faut pas manipuler une partie du peuple afin de pouvoir s'asseoir au pouvoir éternellement. Tous les chefs d'État pouvaient le faire. Le président Blaise Compaoré, au moment où d'autres voix ne voulaient pas qu'il reste, il y avait aussi des millions de Burkinabés qui voulaient qu'il reste au pouvoir. Donc il pouvait aussi faire la même chose. Mais je crois ici, tout simplement, il y a la terreur dans le pays. C'est un homme qui est craint dans le pays, donc ça fait que l'opposition est maîtrise. On a même vu l'un des plus grands opposants rwandais qui a été assassiné en Afrique du Sud. Jusqu'à hors des États du Rwanda, il y a des assassinats. Donc ici, on ne peut pas dire ce qu'on veut dire dans ce pays. Et là, déjà, ça encourage encore plus le Burundi, le président burundais, dans sa tâche de pouvoir briguer un 3e mandat contre la vie de sa population et de sa constitution. L'enquête sur l'assassinat du président Thomas Sankara lors du coup d'État de 1987 qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré n'était pas l'une des priorités de l'ancien régime. C'est désormais chose faite puisque cette enquête a été rouverte sur impulsion des autorités de transition. Son corps présumé a en effet été exhumé. Famille et avocats de Thomas Sankara ont par ailleurs demandé à ce qu'il soit enterré en héros national. Ibra Khanediaï et Anne-Marie Diaz-Borges. L'opération d'exhumation du corps présumé de l'ancien président Thomas Sankara, assassiné en 1987 lors d'un coup d'État, soulève plusieurs interrogations au pays des hommes intègres. Les ossements retrouvés dans la tombe au cimetière de Dagnoin, un quartier de Ouagadougou, vont à présent être expertisés afin d'essayer d'authentifier la dépouille. Si l'expertise confirme que les restes retrouvés dans la tombe ouverte ce mardi 26 mai sont ceux du leader de la révolution burkinabé, ce dernier devrait alors, selon de nombreux Burkinabés, être enterré avec les honneurs en tant que héros national. Sur le plan judiciaire, plusieurs auditions ont déjà eu lieu, et notamment le 18 mai, celle de Mariam Sankara, veuve du défunt président. Toutefois, de nombreuses interrogations subsistent. La question de savoir à quoi cela pourrait servir, bon, tout dépend effectivement de ce que nous disent les juristes burkinabés. Selon les règles de droit pénal national,
un crime peut être prescrit au bout de 15 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, tout dépend du droit national. Je ne sais pas ce qu'en dit le droit burkinabé. Les juristes burkinabés peuvent dire effectivement si au bout de 28 ans, ces exhumations peuvent éventuellement conduire encore une fois à des procès pénals. Après des années de blocage judiciaire, l'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara pourrait enfin connaître une avancée décisive. Reste à la justice burkinabé de faire toute la lumière sur le décès de cette icône du panafricanisme, mais le temps joue contre elle puisque les faits remontent à 1987. Mais si la prescription est acquise, bon, il reste que nous rentrons toujours dans ce que l'on peut appeler éventuellement l'exhumation digne, l'inhumation qui soit digne, réoffrir la dignité à la personne décédée ou alors à sa famille. Ça, c'est ce qu'on peut obtenir. Mais maintenant, qu'est-ce que l'expertise peut apporter? Cette expertise peut apporter des lumières. Et effectivement, il est arrivé de fois où les exhumations permettent éventuellement d'avoir une autre lecture de la situation. Par exemple, j'ai cru comprendre que les experts s'orientent selon les termes des références qui sont les leurs pour la recherche de causes de la mort, pour savoir exactement comment Thomas Sankara a été tué. Rappelons que Thomas Sankara et 12 de ses compagnons assassinés le 15 octobre 1987 avaient été enterrés dans des circonstances troubles. En plus du cas de Thomas Sankara, l'expertise concerne les corps censés être ceux de 12 de ses compagnons. Les tombes de 2 d'entre eux ont d'ailleurs également été ouvertes cette semaine. Et c'est à présent tout un peuple qui attend de savoir par qui et comment celui qu'on surnomme Tom 5 et ses camarades de lutte ont été assassinés. Monsieur Diaby, quelle importance revêt cette enquête pour la reconstruction du Burkina Faso? Je crois d'abord que nous avons tous été pour Thomas Sankara, on appelle le Tché africain. Et donc pour moi, ça dépasse le Burkina, la question de Thomas Sankara. Et retrouver une solution, retrouver une réconciliation ou une question de vérité par rapport à l'exhumation du président Thomas Sankara, ce n'est pas seulement du ressort du Burkina, parce que ce monsieur a vraiment été celui qui a vraiment mis la jeunesse africaine au travail, qui a mené la jeunesse africaine à croire à une révolution africaine, à croire à une idée du panafricanisme, même s'il n'en est pas le père du panafricanisme. Donc nous savions au point de vue intellectuel quels sont ceux qui sont le père du panafricanisme, de par d'Aimé Césaire et autres. Mais en même temps, dans la pratique du panafricanisme, comme nous pouvons parler de Patrice Lumumba, comme on peut parler de Kwame Nkrumah, mais il a été le dernier, celui-là même, qui a osé vraiment beaucoup de choses pour la jeunesse africaine. Alors, donc ici, si le Burkina arrive à une vérité à partir de l'exhumation du corps de Thomas Sankara, c'est toute la jeunesse africaine qui sera vraiment très, très heureuse pour cette vérité. Et cette réconciliation, ça ira partout en Afrique. Donc, nous y sommes pour cette réconciliation, pour cette exhumation, afin qu'on puisse avoir une vérité planétaire, une vérité africaine et panafricaine, et non pas burkinabé. Malik, qu'est-ce que cela pourra changer pour le Burkina Faso et, comme l'a dit M. Diaby, pour l'Afrique en général? Il est très important que le Burkina Faso fasse un inventaire de son histoire. Maintenant que la période de Blaise Compaoré est terminée, je pense que c'est le peuple burkinabé qui veut se réconcilier avec son histoire. Un pays a toujours ce droit d'inventaire sur son histoire pour progresser dans l'avenir. C'est très important. Donc là, ce qui est en train de se faire au Burkina Faso, c'est une bonne chose parce que les conditions de son assassinat à Thomas Sankara n'ont pas été élucidées. Donc c'est, je dirais, un devoir de vérité indispensable parce que quand vous avez ces questions mémorielles, historiques qui sont latentes dans un pays, le pays ne progressera pas parce qu'il y a des tensions qui risquent de survenir après. Donc cette boîte de Pandore qui est en train d'être ouverte, j'ai envie de dire, est une bonne chose pour le Burkina Faso qui, je pense, peut entrevoir l'avenir d'une manière plus sereine. Jean-François, qu'est-ce que peut faire la justice 30 ans après les faits ?
Alors très brièvement, moi je vois 3 dimensions, dont la deuxième est celle de la justice. La première dimension, c'est celle de la famille et celle du deuil. Et nous savons quel poids cela représente en Afrique. Lorsque l'on perd quelqu'un, il faut qu'on puisse faire le deuil et qu'on puisse l'honorer de la manière la plus convenable. Ça n'a pas été le cas pour Thomas Sankara, maintenant sa famille pourra le faire. Pour ce qui concerne le pan judiciaire, on peut toujours, 30 ans plus tard, rendre justice. Simplement, il faut réfléchir aux outils. Là, tout à l'heure, dans le reportage, il y avait des questions de qualification. Mais on verra si la justice avance, il faudra que les enquêtes se déroulent. Et puis la troisième dimension, la dernière dimension, c'est la dimension du peuple burkinabé. Ça a déjà été rappelé tout à l'heure, celle de la vérité. J'y souscris totalement, donc je n'ai pas besoin de rajouter autre chose. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.